Bonjour à tous, je suis Maud Reynalter, responsable des investissements chez Belfus Asset Management et active sur les marchés financiers depuis plus de 25 ans. Je suis ici pour vous parler de mon métier et de ma passion, la gestion de portefeuille. Beaucoup pensent qu'investir, c'est comme avoir une boule de cristal pour prédire l'avenir et obtenir de bons rendements. En réalité, laissez-moi vous expliquer qu'au final, la gestion de portefeuille, c'est surtout une histoire de bon sens, de discipline, d'expertise et d'un peu de patience. Explorons tout de suite ce monde particulier. La gestion de portefeuille peut sembler réservée aux initiés comme Warren Buffett par exemple, avec son fameux journal. Mais cette impression d'un monde fermé vient surtout du fait que peu de personnes le connaissent réellement. En Europe, comme en Belgique, les connaissances financières sont moins développées qu'aux États-Unis, par exemple. C'est un défi, mais aussi une formidable opportunité. Cela signifie que nous avons tous la possibilité d'apprendre et de partager ces connaissances avec nos amis, notre famille, mais aussi en tant que professionnels avec nos clients. D'ailleurs, au fond, la gestion d'actifs pour nos clients, c'est quoi ? Eh bien, c'est se faire aider à réaliser le financement de projets à long terme, comme l'achat d'une maison ou le financement des études des enfants. C'est aussi transmettre un patrimoine familial au cours du temps. On parle de rêve ici, mais pas de courbe de marché financier. Dans le monde réel, les gestionnaires adaptent les portefeuilles en fonction des objectifs du client. Ils cherchent à équilibrer le rendement attendu avec le risque encouru pour réaliser l'objectif de ce client. Le but du client peut être par exemple de préserver ses actifs, de les faire croître à long terme et ou de leur faire générer des revenus. Pour y parvenir, la qualité essentielle du gestionnaire, c'est la tempérance, ne jamais céder à l'impulsion. Mieux vaut une stratégie simple, suivie avec rigueur, qu'une stratégie brillante abandonnée au premier orage. Il faut surtout une gouvernance de décision et des règles pour avoir à la fin un processus d'investissement robuste et répétable. D'ailleurs, le gestionnaire n'est pas seul, il y a toute une équipe derrière lui, notamment la gestion des risques, des opérations pour passer les ordres en ligne avec ce qui est attendu pour chaque portefeuille. Vous voyez comme il est bien entouré par tous ses collègues sur ce slide. Ce gestionnaire, lui, investit dans diverses classes d'actifs. Les classes d'actifs traditionnelles comme les actions, les obligations ou les classes d'actifs alternatives comme les hedge funds. Chacune de ces classes d'actifs a ses propres caractéristiques en termes de rendement attendu et de volatilité anticipée. Les obligations, ce sont les élèves sages avec des rendements robustes avec peu de volatilité. Les actions, des ados pleins d'énergie, pleins de promesses de rendement mais plus volatiles. Les cryptos, le gamin hyperactif, un rendement historiquement fort mais avec beaucoup de volatilité. Passons maintenant à la clé de la gestion de portefeuille, c'est la diversification. C'est là que le coefficient de corrélation entre en jeu. Variant généralement entre moins 100% et 100%, un coefficient de corrélation faible, en vert ici par exemple, entre les obligations émergentes et les obligations d'État de la zone euro. Cela montre que les mouvements de prix d'une des deux classes d'actifs ne sont pas fortement liés à ceux de l'autre. En théorie, plus vous avez des actifs réagissant différemment dans votre portefeuille, moins votre portefeuille est risqué. C'est le fameux adage « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Si un panier tombe, vous aurez toujours tous les autres. Mais souvenez-vous, ce qui diversifie aujourd'hui peut ne pas le faire demain. Un point crucial à garder à l'esprit, la corrélation entre les différentes classes d'actifs comme les actions et les obligations américaines que vous voyez sur ce graphique n'est pas gravée dans le marbre. Elle change avec le temps. Et d'ailleurs, même si vous avez diversifié comme un pro avec un bon nombre d'actifs en portefeuille, le risque de marché reste toujours présent, comme un vieux compagnon finalement, toujours là. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser complètement, mais vous pouvez certainement le gérer au mieux. C'est pourquoi nous adaptons notre gestion pour correspondre au profil de risque à long terme de nos clients, comme un bon tailleur ajuste un costume. Maintenant, passons à un autre concept de pro.
On parle souvent du timing des gestionnaires. Acheter bas, revendre haut, les succès sont souvent dans les journaux. Mais au final, c'est le temps qui compte vraiment. Avec le temps, les investissements ont une plus grande probabilité de vous rapporter des rendements intéressants. Regardez ces 20 ans à droite du graphique. C'est là que la magie opère. Sur cette période, les actions peuvent offrir de beaux rendements. Mais à gauche, sur un laps de temps plus court, vous voyez aussi les montagnes russes. Donc si vous voulez investir en actions, il vous faut du temps devant vous. Prenons maintenant 2 exemples concrets pour illustrer mon propos. Une personne de 30 ans qui épargne pour sa retraite a 35 ans devant elle. Elle peut se permettre de prendre des risques et investir en actions. En revanche, un couple qui souhaite acheter une maison dans 3 ans doit être plus prudent. Pour eux, il est préférable de limiter les risques, par exemple, en investissant pour une grande partie dans des obligations. Passons pour quelques instants au type de gestion de portefeuille. Il en existe plusieurs. Premièrement, la gestion dédiée. Le client confie ses actifs dans un mandat spécifique pour un montant spécifique. Cette approche est très alignée avec les besoins particuliers de ce client. Il y a aussi la gestion collective. Pour des montants plus modestes, on peut opter pour des fonds. Dans ce cas, les intérêts et les coûts des différents clients sont agrégés. L'important est que le portefeuille reflète les objectifs de rendement et la tolérance au risque de l'investisseur moyen. Alors, les gestionnaires cherchent toujours le juste équilibre entre risque et rendement attendu pour leurs clients. Ce slide montre des attentes de rendement à long terme pour différentes classes d'actifs. Ce sont donc des hypothèses fondamentales pour chaque gestionnaire. D'ailleurs, le juste équilibre entre rendement attendu et risque pris est représenté par le ratio de Sharpe. C'est un peu comme le rapport qualité-prix d'un bon investissement. Il vous dit combien de rendement supplémentaire vous pouvez obtenir pour chaque unité de risque que vous prenez. Plus le ratio est élevé, mieux c'est, car cela signifie que vous obtenez plus de rendement pour chaque unité de risque. Et d'ailleurs, idéalement, vous êtes positionné sur le point B. Au final, un portefeuille robuste pour un client. C'est un mariage heureux entre actions, obligations et peut-être d'autres classes d'actifs, et ce, en fonction des objectifs des rendements des clients. Certains actifs apportent la passion, les autres la stabilité. Ensemble, ils traversent les tempêtes. Ici, on peut voir en bas à gauche qu'un portefeuille avec un peu d'actions et des obligations, c'est finalement pas si mal en termes de ratio rendement-risque, pris sur le long terme, bien sûr. La répartition de ces classes d'actifs dans le portefeuille, ce que nous appelons l'allocation stratégique, c'est la pierre angulaire sur laquelle repose la solidité du portefeuille. Cette allocation, c'est comme un costume sur mesure, taillé en fonction du profil unique de chaque client. Elle prend en compte ses attentes de rendement, bien sûr, mais aussi et surtout sa tolérance aux pertes. Car comme je le dis souvent, le marché est là pour servir, pas pour guider. Mais ce n'est pas tout. Elle repose également sur les hypothèses de rendement et de volatilité que le gestionnaire a soigneusement calculées. À long terme, c'est aussi une boussole, un point de référence pour évaluer la performance du portefeuille du client. Prenez un exemple concret d'allocation stratégique. 30% d'actions mondiales représentées par le MSCI World en euros et 70% d'obligations de bonne qualité en zone euro via le Bloomberg Euro Aggregate. Alors le gestionnaire, tel un chef étoilé, ajoute une touche d'allocation tactique et une pincée de choix judicieux pour tenter de surpasser la performance de l'allocation stratégique. L'allocation tactique, c'est l'art de saisir les opportunités à court terme, comme un surfeur chevronné qui attrape la vague parfaite. Le choix des instruments, quant à lui, c'est comme sélectionner les meilleurs ingrédients pour un plat. Chaque détail compte. L'allocation stratégique reste quand même la base, le socle sur lequel tout repose. Pour faire ses choix d'actifs, à surpondérer ou à réduire, le gestionnaire tient compte notamment du cycle économique, de même que pour ses choix d'instruments. Alors expansion, ralentissement, récession. Prédire le cycle, facile sur PowerPoint, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Il faut savoir s'adapter. La question qui trotte toujours dans l'esprit des investisseurs avisés est la suivante. Est-ce que le marché n'a déjà pas intégré toutes mes hypothèses dans ses prix ?
Si tout le monde pense comme vous, vous arrivez sûrement en retard à la fête. Mais attention, cela ne signifie pas que le gestionnaire doit rester les bras croisés. Au contraire, c'est une invitation à creuser plus profond, à chercher des opportunités là où les autres ne regardent pas. N'y aurait-il pas un autre actif moins cher mais du même type? Et souvenez-vous, les grands modèles des financiers de Chicago supposent un investisseur rationnel et un marché pleinement efficace. Des investisseurs rationnels, moi, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Il y a donc des inefficiences à aller chercher sur le marché. D'ailleurs, le pire ennemi de l'investisseur et du gestionnaire, c'est pas le marché finalement, c'est lui-même. Il peut avoir des biais dans son raisonnement, par exemple celui de la peur du risque. Il réalise ses profits trop rapidement et conserve ses pertes trop longtemps. Il est vrai que chacun préfère reléguer ses mauvaises décisions dans un coin de son portefeuille. C'est pourquoi le gestionnaire doit établir dès le départ des objectifs de cours de vente ou d'achat dans sa stratégie d'investissement. Un gestionnaire chevronné peut aussi parfois être victime d'un excès de confiance en se rassurant lui-même. Là encore, un processus de décision rigoureux s'impose. Il faut prendre en compte tous les éléments, la macroéconomie, mais aussi ce que le marché intègre dans ses prix, par exemple. De même, l'investisseur a tendance à présenter ses cas d'investissement sous le jour le plus favorable pour convaincre ou se convaincre. Et vous avez bien saisi la solution. C'est toujours la même. Présenter ces cas de manière cohérente pour prendre ses décisions, c'est éviter de choisir les arguments qui nous arrangent en fonction des cas. Alors un autre danger pour l'investisseur, c'est suivre la foule. Les investisseurs ont tendance à se rassurer en faisant comme tout le monde. Mais la sagesse est souvent de l'autre côté de la foule. Acheter des tulipes à prix fou pour ne garder que le pot, voilà le danger. Il faut faire ses propres analyses dans le cadre d'un processus de décision robuste et répétable. De nouveau, c'est cette fameuse discipline dont j'ai parlé tout au début. Finalement, les investisseurs ont tendance à se dire qu'ils auraient dû voir venir la crise, le krach, la montée vertigineuse d'une action, comme sur ce graphique. Mais la réalité est que personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. Et après, on dit « je le savais ». Le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise, n'est-ce pas? Encore cette même solution, la discipline pour y voir plus clair. Enfin, la phrase la plus dangereuse en investissement. Cette fois, c'est différent. Je mise tout sans diversification. Croyez-moi, ce n'est jamais vraiment différent. Passons maintenant aux grandes tendances sur la gestion de portefeuille. ESG, très fort en Europe, le plus sur environnement, alors que les US sont plus sur le social et finalement rien en Asie. Comme vous pouvez le voir sur cette comparaison entre les différentes zones du monde, un tiers des investissements sont liés à l'ESG en Europe. L'ESG encore, très réglementé en Europe, avec des tonnes de données à utiliser. D'ailleurs, elles viennent surtout des États-Unis. Interpellant, non? Et en plus, la gestion de l'infrastructure technologique est très importante dans ce développement. Deuxième tendance importante, la polarisation des marchés. Le poids des États-Unis dans l'indice mondial des actions est de 64%. Et dans ce pays, quelques géants technologiques dominent le marché. Alors, diversification? Pas vraiment. Les ETF maintenant, simples, pas chers, très populaires vis-à-vis des fonds. Mais attention à ce qu'il y a dedans. Il faut bien les analyser. Leur croissance a été exponentielle, plus de 17% par an sur les 10 dernières années. Autre tendance, les actifs alternatifs ou illiquides tels que le capital investissement et le crédit privé. Ils prennent de plus en plus de place dans les portefeuilles. Ils offrent une diversification supplémentaire et peuvent améliorer les rendements. Cependant, il est essentiel de bien les comprendre avant d'y investir. Ce sont des produits très complexes. Alors pour conclure et revenir sur ce que je vous ai dit tout en premier, la gestion de portefeuille n'est pas un monde fermé, mais un peu inconnu. Il faut développer notre expertise pour accompagner les investisseurs. Discipline, personnalisation et bien connaître ses biais sont aussi les clés. Et je terminerai avec une phrase que j'aime beaucoup. La bourse est un moyen de transférer de l'argent de l'impatient au patient. Alors, soyons également patients.
Je vous remercie de votre attention.